Number one, Azane Kaka number one. Bonjour et bienvenue à tous. Avez-vous déjà pensé à déménager? Non, pas seulement dans un autre appartement ou dans un autre quartier, mais à faire quelque chose d'un peu plus radical, du genre déménager dans un autre pays. C'est probablement ce que tout le monde pense ou même rêve de faire au moins une fois dans sa vie. Mais que se passe-t-il si vous n'êtes pas autorisé à traverser la frontière et que cela devient une question de vie ou de mort? Alors, dans de telles situations, de nombreuses personnes décident de traverser malgré tout au mépris de la loi et au risque de leur vie. Aujourd'hui, vous verrez quelques histoires sur ce genre de personnes, mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Et maintenant, c'est parti! Numéro 1. Les citoyens de la Corée du Nord essaient souvent de quitter leur pays et de chercher refuge ailleurs, mais ce n'est pas facile, et seuls quelques-uns sont capables de s'échapper. C'est pourquoi les cas connus deviennent viraux dans le monde entier. Par exemple, la fuite du soldat nord-coréen Oh Chang-sang. Oh, c'est son nom! En novembre 2017, les caméras sud-coréennes à la frontière avec la Corée du Nord ont enregistré une jeep militaire s'approchant de la ligne de démarcation militaire et s'écrasant dans un fossé. Un homme a alors sauté et il est sorti de la voiture et a commencé à courir. Les gardes frontières ont ouvert le feu sur lui tout en le poursuivant à pied. Le soldat a été blessé, mais il a réussi à se cacher du côté sud-coréen, puis sous le couvert de l'obscurité, les soldats sud-coréens se sont approchés de lui et l'ont entraîné plus loin. Malgré ses graves blessures, le jeune homme a survécu et a même pu donner une interview. Mais il ne faut pas penser que s'échapper de la Corée du Nord est une nouvelle tendance fantaisiste. Les gens essaient constamment de sortir de ce pays, surtout par la Chine, mais les autorités chinoises revoient les fugitifs. Alors, les citoyens de la Corée du Nord essaient de se rendre dans les ambassades d'autres pays. Par exemple, dans les ambassades du Canada ou du Japon. La police chinoise essaie d'attraper les fugitifs et parfois cela se passe juste sur le pas de la porte de l'ambassade. Numéro 2. On peut penser que seuls les gens pauvres et désespérés veulent fuir leur propre pays, mais parfois on peut aussi trouver un homme d'affaires très riche parmi les fugitifs. Carlos Ghosn était le PDG de l'alliance Renault-Nissan Mitsubishi. Vous avez sûrement entendu parler de ces marques ou même possédé un de leurs véhicules. En tout cas, vous comprenez sûrement le pouvoir que Carlos avait en main. D'ailleurs, pendant son temps à Nissan, il a été surnommé le Cost Killer. Ces décisions ont tiré la compagnie d'une grande crise, mais en novembre 2018, il a été arrêté pour une prétendue violation de loi financière. Les enquêteurs prétendaient qu'il n'avait déclaré que la moitié de ses revenus. Il a également été accusé pour abus de pouvoir, mais il a refusé d'admettre quoi que ce soit. Ghosn est connu pour avoir quitté son domicile à Tokyo avec un masque facial. Cette ville est connue pour avoir des problèmes de pollution. Les habitants sont donc invisibles. Il a mis un chapeau. Après cela, il a pris un TGV et a quitté le pays à bord d'un jet privé. Pendant tout ce temps, Ghosn était assigné à résidence et n'avait bien sûr pas le droit de voyager en dehors du Japon. Son escapade effrontée a choqué tout le monde, y compris ses avocats. Mais comment a-t-il réussi à berner les agents de sécurité frontaliers? Malheureusement, il a refusé de révéler tous les détails de son évasion afin de ne pas mettre en danger ses complices. Mais la version la plus acceptée est que l'homme d'affaires s'est caché dans une énorme boîte avec du matériel de musique. Vous avez dû voir des grosses boîtes noires similaires lors des concerts. Une personne peut facilement y entrer et en même temps elles ne sont généralement pas passées au rayon X simplement parce qu'elles sont trop grandes et ne tiennent pas sur le tapis roulant. Par conséquent, cette version peut être vraie et au passage, Ghosn dit qu'il n'est pas un criminel. « Je n'ai pas fui la justice, j'ai fui l'injustice », dit l'ancien PDG. Numéro 3. Le mur de Berlin a été érigé de 1961 à 1989 pour séparer Berlin-Ouest du territoire de la République démocratique allemande. Ce n'était pas seulement une frontière, mais aussi un véritable symbole de la guerre froide. L'incarnation vivante du rideau de fer et de nombreuses personnes ont tenté de franchir le mur de Berlin. Selon certaines informations, 5075 personnes ont réussi à s'échapper, mais nous aimerions vous raconter une histoire spéciale sur une évasion montgolfière. Peter Strelzik et Günther Wetzel se sont rencontrés alors qu'ils travaillaient ensemble dans une usine de plastique. Ils étaient tous deux les inventeurs et rêvaient d'aller à l'ouest. Inutile de dire qu'il n'était pas possible de traverser la frontière par voie terrestre. Pendant un temps, les deux amis pensaient traverser en hélicoptère, mais il s'est avéré qu'il était difficile d'acheter un moteur aussi puissant sans éveiller les soupçons, et ils ont donc décidé de créer un ballon. Les amis se rendent compte que seule une énorme montgolfière pouvait les faire passer avec leurs femmes et leurs enfants.
une bouteille de gaz et un bec benzène, mais pour le réaliser, il leur fallait 800 mètres de matériel. Se présentant comme les propriétaires d'une société de camping, ils ont acheté les quantités de tissus en coton dont ils avaient soi-disant besoin pour fabriquer des tentes. Witzel a commencé à développer la bouteille de gaz, tandis que Strelzik construisait la nacelle et le bec benzène. Mais quand il a fallu tester le ballon, ils ont découvert que le tissu était beaucoup trop perméable et laissait passer l'air. Ils se sont de nouveau présentés comme des hommes d'affaires, mais cette fois-là, ils ont acheté des tissus pour la vente de bateaux. Mais une fois de plus, leur plan a échoué lors de la tentative d'évasion à une altitude d'environ 2 km. Ils se sont retrouvés dans un nuage. Le tissu a été mouillé et le ballon a commencé à descendre brusquement. Ils ont atterri sur le territoire est-allemand à seulement 150 mètres de la frontière. Heureusement, les fugitifs ont réussi à passer inaperçus. Ce n'est que lors de la 3e tentative, les deux familles ont réussi à traverser la frontière. Le vol a duré 28 minutes, ils sont tombés en panne d'essence et la montgolfière est tombée et l'atterrissage a été brutal. Witzel s'est cassé la jambe, mais avec l'aide de Strelzik, il a réussi à s'en sortir et il ne savait même pas où il était jusqu'à ce qu'il rencontre 2 officiers. Ils ont dit aux fugitifs qu'ils avaient réussi à traverser la frontière et qu'ils étaient déjà en Allemagne de l'Ouest. Imaginez leur bonheur. Plus tard, un film a été réalisé sur cette merveilleuse évasion, car cette histoire mérite vraiment d'être racontée. Numéro 4. La société américaine Ivoprop, fondée en 1984 par Ivo Zdarsky, fabrique des rotors en composite pour les avions artisanaux et ultra-légers. Mais pourquoi un homme d'affaires américain aurait-il besoin de traverser la frontière? Eh bien, en fait, l'histoire d'Ivo commence avec son évasion. Dans les années 80, Zdarsky a étudié l'ingénierie aéronautique à Prague, où il a conçu un projet de propulsion. À l'époque, il était très mécontent des mesures prises par le gouvernement, car il ne pouvait pas créer sa propre entreprise ni même quitter le pays. Ivo s'étant vu refuser un visa de sortie, il a donc décidé de prendre son destin en main. Il a commencé à construire un avion, enfin un deltaplane, avec un moteur de voiture attaché. Il s'est avéré être un tout petit avion, et la plupart de ses détails étaient faits maison. Bien entendu, l'engin inhabituel avait besoin de vols d'essai, et pendant l'un d'eux, Ivo a été arrêté par la police. Heureusement, à ce moment-là, il volait vers l'Est et personne ne se serait échappé en Union soviétique. Après qu'Ivo ait convaincu la police que son avion n'était qu'un projet scolaire, les gardes l'ont relâché. Cependant, l'avion a été confisqué et laissé dans un garage utilisé par la police locale. Les officiers n'étaient pas contents de cela parce qu'ils devaient se garer dans la rue, donc ils ont accepté de rendre à Ivo sa création en échange d'argent. Et ainsi, à 3 h du matin, le 4 août 1984, l'avion a décollé à nouveau près de la frontière autrichienne. Ivo a essayé de voler aussi bas que possible pour éviter les radars, mais assez haut pour ne pas être pris dans les lignes électriques. Heureusement, puisqu'il était tard dans la nuit, il a pu éviter une attention inutile. Bientôt, Ivo a atterri à l'aéroport international de Vienne et a demandé l'asile. Puis il s'est déplacé à Los Angeles où il a fondé sa propre société Ivoprop qui produit des hélices de sa propre conception et l'affaire s'est avérée une réussite. Depuis lors, Ivoprop a vendu plus de 20 000 hélices. Numéro 5. Fuir vers un pays derrière le rideau de fer n'est pas facile, mais que dire du contraire? Serait-il possible de se faufiler en territoire soviétique sans se faire remarquer en évitant tous les points de contrôle et non pas à travers une forêt dense mais par les airs? Aussi fantastique que cette histoire semble, elle s'est vraiment passée. En 1987, un citoyen d'Allemagne de l'Ouest a surpris le monde en volant à travers les défenses aériennes soviétiques et en faisant atterrir un avion Cessna sur la place rouge. Vous avez entendu, en plein cœur de la capitale soviétique. Mathias, 19 ans, a parcouru plus de 750 km pour franchir le rideau de fer. Et bien qu'à la fin des années 80, les restrictions aient été assouplies, l'idée d'entrer en Union soviétique à l'insu des gardes-frontières lui semblait fantaisiste. L'idée de ce vol audacieux lui est venue à l'esprit un an plus tôt alors qu'il regardait la télévision chez ses parents dans leur maison près de Hambourg. À ce moment-là, les négociations entre les dirigeants des États-Unis et de l'URSS étaient dans l'impasse et le type pensait qu'il devait essayer de changer la situation. Il voulait la paix dans le monde. En fait, plusieurs de ses collègues pensaient la même chose à l'époque, mais il était le seul à avoir décidé de concrétiser ses idées. Nous devrions dire que l'idée de voler à travers l'Union soviétique était très risquée. Ce pays avait le plus grand système de défense aérienne du monde. Un avion non identifié pouvait donc être abattu instantanément. Bien sûr, Mathias craignait pour sa vie, mais il pensait qu'avec l'aide d'un avion, il pourrait construire un pont imaginaire entre l'Ouest et l'Est.
Le gars voulait montrer que beaucoup de gens en Europe voulaient voir une amélioration dans la relation entre les deux camps et il avait déjà une licence de pilote. Le 13 mai 1987, il a dit à ses parents qu'il allait voyager en Europe du Nord. Arrivant d'abord à Reykjavik, puis en passant par la ville de Bergen en Norvège. Le 25 mai, il est arrivé à Helsinki et de là, il est allé vers Moscou. Quelques minutes après avoir traversé la frontière, l'avion de Mathias a été détecté par les radars soviétiques et un avion de chasse est rapidement approché. Mais le jeune pilote a eu de la chance. Pour une raison quelconque, au lieu d'attaquer, l'avion soviétique a disparu dans les nuages. Finalement, il a réussi à atterrir à Moscou et s'est garé presque aux portes du Kremlin. Bien sûr, tout le monde a été stupéfait. Quelques jours plus tard, le ministre de la Défense a été contraint de démissionner et le chef du service de défense aérienne a été licencié. Dans les mois qui ont suivi, plus de 150 personnes ont perdu leur emploi à cause de ce vol audacieux. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors, laquelle de ces évasions est la plus intrigante selon vous? Dites-nous tout dans les commentaires. Merci d'avoir été avec nous et moi je vous dis à très bientôt sur Dr Bat.